Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Vers un statut pour les élus locaux et le personnel des collectivités territoriales. C'est le plaidoyer que se prépare à faire le Sénat auprès du gouvernement en faveur de ces acteurs. La Chambre haute du Parlement vient d'achever un séminaire sur l'élaboration de cette recommandation. Des représentants de l'Association des régions et districts et l'UVIC aussi étaient à ce séminaire. C'est parti pour la campagne sucrière 2021-2022. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui a procédé au lancement de l'opération dans la ville de Ferké, au nord du pays. Kobena Kwasi Adjoumani a annoncé les investissements dans le secteur. La Côte d'Ivoire veut atteindre l'autosuffisance en sucre d'ici à 2023. Et le gouvernement aussi engagé dans l'amélioration du quotidien des populations. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté en visite de terrain dans plusieurs villages. Miss Belmondogo s'enquiert de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet des filets sociaux productifs. Une évaluation à mi-parcours dans le dossier à suivre dans ce journal. Et puis en Haïti, 17 otages étrangers en danger de mort. Ces citoyens nord-américains enlevés le samedi 16 octobre, menacés d'exécution par le chef d'un gang. Selon une source sécuritaire, les ravisseurs réclament $1 million de rançon par personne. Commençons ce point de l'actualité par cette activité parlementaire. Le Sénat travaille à la mise en œuvre d'un statut pour les élus locaux et le personnel des collectivités territoriales. La Chambre haute vient de préparer l'élaboration d'un plaidoyer auprès du gouvernement. Les participants ont formulé des recommandations qu'on voit dans ce reportage avec Eman Guivé. Fin du séminaire d'élaboration du plaidoyer du Sénat auprès du gouvernement en faveur des élus locaux des collectivités territoriales. Après 3 jours de travaux, ce cadre de réflexion a permis d'aboutir à un certain nombre de recommandations. Au titre du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales, le séminaire recommande l'actualisation de la loi portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités territoriales en vue de la mettre en adéquation avec les dispositions de l'article 170 de la Constitution relative à la composition des collectivités territoriales et celle de la loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 sur l'organisation générale de l'administration territoriale. Le séminaire recommande l'adoption de textes réglementaires portant statut de l'élu local et révalorisant ses indemnités. Les participants ont également recommandé d'inclure l'élu local au nombre des personnalités bénéficiant d'une pension de retraite et ou d'une rente viagère à l'issue de l'exercice de leurs fonctions. Enfin, le séminaire appelle le gouvernement à offrir à l'élu local les moyens d'assurer la libre administration des collectivités territoriales. Le Sénat a pris bonne note de ces recommandations. Mesdames et messieurs les experts, je voudrais vous donner cette assurance que vos réflexions si denses ne resteront pas dans les tiroirs. Bien au contraire, elles seront ainsi que les propositions pertinentes que vous avez formulées intégralement prises en compte afin de faire avancer la décentralisation de manière notable et efficace en Côte d'Ivoire. Le cheminement cohérent qui va conduire à présenter les préoccupations des élus des collectivités territoriales au gouvernement afin de le convaincre et l'amener sans contrainte à adhérer entièrement à nos propositions concilie parfaitement le métier d'avocat du président du Sénat. Des recommandations dont se félicitent les participants. Nous sommes dans une dynamique de plaidoyer. Nous montons, nous regroupons les arguments à notre niveau. Nous allons donc les verser au dossier du président du Sénat qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous regrouper ici pour échanger de la question qui est capitale pour nous. Le travail qu'on a fait, c'est de faire en sorte que nous puissions proposer au gouvernement un certain nombre d'éléments à l'effet de procéder à des toilettages. Ce qui me semble quelque chose d'essentiel. Le ministre Dao Poulin, que nous représentons, a demandé que les maires s'organisent à leur niveau pour prendre à bras le corps le processus de développement, chacun dans sa commune. Donc nous sommes ici pour apporter notre contribution. 3 jours de réflexion à la permanence du Sénat d'Abidjan, riche en contributions et en recommandations.
Et au nord de la Côte d'Ivoire, allons à Ferké pour voir l'ouverture de la campagne sucrière 2021-2022. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, qui a procédé au lancement de cette opération. La Côte d'Ivoire aspire à l'autosuffisance en sucre d'ici à 2023. Alors le pays entend investir davantage dans le secteur pour améliorer la production. Le reportage de Kader Sogodogo. Kobena Kwasi Adjoumani est à Ferké-Sédougou. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, vient apporter l'engagement du gouvernement d'accorder un intérêt particulier à la production sucrière en Côte d'Ivoire. Le pays se donne jusqu'en 2023 pour atteindre l'autosuffisance. À moins de 2 années du point d'impact, les statistiques sont les suivantes. Les 2 entreprises sucrières du pays produisent 83% des besoins annuels qui sont de 240 000 tonnes. Vous aurez compris tout le sens de cette mission gouvernementale sur les 2 sites de la SUCAF, Ferké 1 et Ferké 2. 2 temps forts. D'abord, la visite des sites suivie d'une présentation. Les responsables de la SUCAF ont mis le cap sur le progrès. Nous avons comme objectif de production cette année de récolter 1 021 000 tonnes de canne. C'est encore bien en dessous de ce que l'on espère. Vous voyez, la parcelle qui est là ne fait que 60 tonnes de canne à l'hectare. Une bonne parcelle en irrigué devrait faire 90. Donc il y a encore, évidemment, beaucoup de travail à faire pour remonter les rendements sur certaines parcelles. L'entreprise a prévu un investissement de 71 milliards de francs CFA sur 5 années. Un contrat plan signé le 1er mai 2021 à Abidjan entre le Premier ministre Patrick Achi et les entreprises sucrières témoigne de l'engagement du gouvernement de produire sur place tous les besoins du pays en sucre. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de signer une convention avec vous dans le cadre d'un partenariat que nous jugeons salutaire parce que vous donnez l'exclusivité de la production au niveau local et ensuite vous permettre de faire l'importation de façon exclusive. Pour nous, une volonté affichée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de vous permettre de disposer de moyens assez adéquats pour continuer vos activités. Deuxième temps fort de cette mission, Kobena Kwasi Adjoumani est aux commandes d'une coupeuse mécanique. Ensuite, avec une machette, il va couper la canne. Et le tout couronné par la mise en feu. La campagne sucrière 2021-2022 est ainsi lancée par une autorité gouvernementale. La dernière personnalité étatique à l'avoir fait était le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Nous étions en 1974 à Borotoukoro. Relance de la production sucrière, faire renaître aussi l'industrie textile en Côte d'Ivoire. Un engagement du président de la République exprimé lors de sa visite d'État dans le Nzi en septembre 2019. Cette volonté se matérialise. 2 membres du gouvernement en visite à Utexi, une unité spécialisée dans la filature et la fabrique de tissus basée à Dimbokro. Et la bonne nouvelle, bientôt la reprise des activités de l'usine complètement à l'arrêt aujourd'hui. Le reportage de Lanciné Bakayoko à Dimbokro. Ici, l'usine de filature et de tissage de Dimbokro. Utexi, considéré autrefois comme le poumon de l'économie de la région, est complètement à l'arrêt. Pas nécessairement à cause des équipements inadaptés ou un problème de management, mais en raison de l'indisponibilité de la principale matière première, le coton. Je vais donner un signal fort à l'État pour dire que nous, on est prêts. Je pense que dès la semaine prochaine, nous, on va commencer déjà à installer de nouvelles machines de confection. Et on va recruter déjà des personnes. On va compter sur le soutien de l'État. À l'évidence, la survie de l'usine dépend d'une production de coton pérenne. La région en a le potentiel avec de très grandes surfaces disponibles. Mais selon les experts, il faudrait sans doute greffer une usine d'égrenage. Aujourd'hui, la visite ministérielle montre que l'urgence est de faire redémarrer les machines. Un plan stratégique est en train d'être conçu. Le diagnostic financier et technique va être approfondi pour qu'on puisse trouver des solutions. Il est important de trouver des solutions immédiates et puis également des solutions à moyen et long terme. Créer les conditions de la relance par des mesures administratives, mais aussi apporter un accompagnement financier à un grand pourvoyeur d'emplois.
2000 en régime opérationnel. On va certainement l'accompagner parce que c'est une entreprise privée, bien sûr avec l'aval du Premier ministre. Et en ce moment-là, le reste, ça dépendra de lui-même. Il faut qu'il se batte pour se rendre compte effectivement qu'il faut accroître lui-même la compétitivité de son entreprise de manière à pouvoir travailler sur le long terme et dans un environnement concurrentiel. Ces interventions de l'État en faveur du Texi d'Imbokro sont assujetties à une expertise préalable. Une expertise destinée à mieux voir les besoins et à légitimer l'appui éventuel de l'État à un opérateur privé. 120 000 tonnes, c'est le besoin du Texi pour asseoir sa compétitivité. Cette visite de membres du gouvernement donne l'espoir à l'activité économique de la région, mais davantage à ses populations impatientes. Et l'ouverture de cette usine est une opportunité d'emploi pour les jeunes. Le gouvernement multiplie aussi les initiatives pour l'auto-emploi. Ils sont 840 jeunes de la région de Lamé qui intègrent bientôt le tissu économique. Plus de 500 millions de francs CFA mobilisés pour le financement de leurs activités. On va le voir avec Eugène Atoubé, une convention signée à Adzopé entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse et le Conseil régional. Une éclaircie dans l'horizon des jeunes de la région de Lamé. La possibilité qui leur est offerte de lutter contre la pauvreté et gagner le pari de l'autonomisation. Voie d'accès, les activités génératrices de revenus, AGR, et les micro-projets d'entreprise. 840 jeunes de 13 sous-préfectures de cette région vont bénéficier de projets financés à hauteur de 590 768 000 francs CFA. Sur le marché du travail salarié saturé, l'auto-emploi est pour les jeunes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, autant que pour celles de la région de Lamé, une alternative à leur réalisation sociale. L'initiative personnelle apparaît comme le principal créneau pour absorber une grande partie de cette main-d'œuvre jeune qui ne demande qu'à apporter sa contribution au développement du pays. Le Conseil régional de Lamé accompagne le projet d'insertion économique de ces jeunes à hauteur de 143 millions de francs CFA. Hachi Florence, représentant le Premier ministre Patrick Hachi, président de cette région, a relevé son engagement pour la cause de la jeunesse et félicité les initiateurs du projet C2D Emploi des jeunes. Cette frange de la population figure en bonne place dans les investissements de la région de Lamé. Et ce projet qui s'inscrit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement, permet à cette région de tenir ses engagements vis-à-vis de ces jeunes. De nombreux jeunes comme vous ont su profiter des opportunités offertes par l'État pour entreprendre et sortir de la précarité et qui exercent correctement leurs différentes activités. Chers parents et population de Lamé, le gouvernement compte sur vous pour encourager et accompagner cette jeunesse à réussir son autonomisation à travers cette initiative. Les 840 jeunes retenus bénéficieront de formations en entrepreneuriat, d'un financement de projets et d'un encadrement. La région de Lamé attend d'eux qu'ils soient des acteurs participant à son développement et à son essor, selon la vision de son président Hachi Patrick. Et les concours d'entrée à la fonction publique sont aussi lancés. Parmi les innovations cette année, la proclamation séquentielle des résultats après chaque session. C'est chose faite pour les compos, sinon les copies du 9 et 10 octobre qui ont été déjà corrigées. Cet après-midi, la ministre de la fonction publique s'est rendue à l'IPNEP dans la commune de Cocody. Anne-Désirée Oloto s'imprègne du bon déroulement du processus de correction des compositions. Et tout ceci pour assurer une transparence dans le processus. Le gouvernement est aussi engagé dans l'amélioration du quotidien des populations. Vous allez le voir dans le document à venir. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était en visite de terrain dans plusieurs villages de la région du Bélier. Miss Belbondogo s'enquiert de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet des filets sociaux productifs. Une évaluation de ce soutien financier apporté aux ménages avec le concours du partenaire, la Banque mondiale. L'impact est bien réel sur les bénéficiaires. Ce sont des familles heureuses de sortir des difficultés du quotidien. Le dossier de Salima Touzia que je vous invite à suivre. À Sakiaré village, sous-préfecture de Lolobo, dans la région du Bélier, Bédel s'est reconverti en couturier il y a de cela 3 ans, alors qu'il tentait tant bien que mal de trouver son gagne-pain quotidien dans le métier de tisserand. Avant, je tissais des pagnes. Quand je tisse les pagnes, des fois, au lieu de faire, je travaille le fil, je mets au moins 5 jours avant de finir les fils. Et puis, c'est moi-même, je tisse encore. Je m'en sors même pas même.
Voilà 3 ans qu'il a intégré la 2e cohorte du projet Filets socio-productifs. Pour Bédel, c'était comme voir le bout du tunnel. Comme le filet social est venu, à 3e, 4e versement, j'ai donné ça à un Libanais. Donc il m'a donné la machine, travail payé. Donc depuis ce jour-là, je m'assois très bien. Avec sa propre machine, il encaisse par jour en moyenne 5 000 francs CFA de marge de bénéfice. Il arrive ainsi par mois à subvenir aux besoins de sa famille. Ils envoient le pain et puis je raccommode. Et pour leur donner, par jour, je gagne 5 000. 2 fois, ça va dans 10 000, 40 pains. 2 fois, ça va dans 2500. Bédel se dit épanoui aujourd'hui grâce à son activité. Il a reçu une visite particulière à son atelier, celle de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Dès la fin de ce mois d'octobre 2021, il devra se prendre en charge financièrement, car les 36 000 francs CFA de transfert monétaire trimestriel du projet Filets socio-productifs ne s'effectuent que sur une durée de 3 ans, par ménage bénéficiaire. Vous pouvez monter un projet. Et là, maintenant, le ministère vous accompagne. Ici, dans le village de Sakiaré, ils sont 85 ménages bénéficiaires. On peut donc absorber un volume de ressources aujourd'hui d'à peu près 35 millions de francs CFA, donc qui ont été redistribués en cash transfert tous les 3 mois. Le gouvernement a instruit au fin de ce qu'on puisse donner une allocation qui constitue, n'est-ce pas, un transfert équivalent à 2 trimestres qui sont payés en une fois. Donc c'est une sorte de subvention de sortie qui a été également payée à l'ensemble des 87 ménages du village de Sakiaré. Une manne financière que certains ménages ont voulu capitaliser au maximum en se constituant en groupement de bénéficiaires. C'est le cas du doyen Amani. Son groupement enregistre 4 femmes et 6 hommes. On a au moins sur 15 000, voire même 20 000 par jour. Pour le moment, on ne se partage pas parce qu'on attend à ce que ça soit évolutif. Afin que celui qui a une difficulté, on va lui en aide. Leur stratégie à eux, accumuler le bénéfice et investir dans d'autres activités génératrices de revenus avec l'allocation trimestrielle du projet Filets sociaux. On a un champ de manioc et puis on a prévu encore faire l'élevage parce que déjà l'hangar est construit. Sur le terrain, la ministre Belmonde Dogo et la délégation de la Banque mondiale en visite dans le cadre du bilan à mi-parcours du projet se disent impressionnés de l'utilisation faite de ces ressources. Et on sent qu'en plus du transfert monétaire, il y a eu un vrai accompagnement par les consultants agents communautaires. Ça permet vraiment aux bénéficiaires d'avoir parcouru un long chemin. Et l'idée est aujourd'hui de travailler avec le gouvernement pour vraiment pérenniser tous les acquis qui ont été faits aujourd'hui. Pour nous, l'accompagnement ne sera pas financier, mais l'accompagnement sera un accompagnement de coaching. L'enrôlement de nouveaux ménages est à l'horizon avec toujours les mêmes critères de sélection et en ligne de mire, sortis les Ivoiriens du cercle vicieux de la pauvreté. L'impact du projet des filets sociaux productifs dans le Bélier, le dossier de Salimatou Dia, parmi les défis à relever, il y a ce combat contre la Covid-19. Restons tous mobilisés pour mettre fin à la pandémie. On fait le point en chiffres ce dimanche. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 27 nouveaux cas de Covid-19, 46 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 61 205 cas confirmés, dont 59 791 personnes guéries, 690 décès et 724 cas actifs. Au total, 3 49 776 doses administrées contre la Covid-19. Et dans l'actualité, il y a cette autre maladie, le mois d'octobre rose, mois de lutte contre le cancer du sein fréquent chez les femmes en Côte d'Ivoire. Le sujet abordé dans le 13h au Dimanche Magazine. Hamza Diaby a reçu le chef du service cancérologie du CHU de Treichville, le professeur Innocent Adoubi, qui est par ailleurs directeur du programme national de lutte contre le cancer. Il s'est prononcé sur les facteurs de risque, les symptômes et les solutions. Voici un extrait de l'entretien. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'une personne au-delà de 30 ans est déjà à risque du cancer du sein. À côté de cela, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs hormonaux, c'est-à-dire le désordre hormonal peut entraîner l'apparition d'une boule dans le sein, mais il ne faut surtout pas oublier que notre mode de vie favorise l'apparition du cancer du sein à partir, bien sûr, de la sédentarité,
le stress, à partir de 30 ans, une femme doit consulter de manière annuelle. C'est vraiment très important. L'obésité surajoute au risque. C'est pourquoi on demande de lutter contre la sédentarité, d'encourager la pratique sportive et d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes et pauvre en graisse animale. Le symptôme essentiel, c'est l'apparition d'une formation, donc d'une boule dans le sein, qui ne fait pas mal au début et qui peut ne pas inquiéter la patiente. Et au fur et à mesure, dans l'évolution, cette tumeur va grossir. C'est le signe essentiel. À côté de cela, il y a des signes moins fréquents, tels que l'écoulement du sang, tels que la déformation du sein. Il faut attendre autour de 40-45 ans pour faire une mammographie. C'est à partir de là que cette mammographie peut être efficace et révéler effectivement un nodule. C'est l'objet justement, lors des campagnes de sensibilisation, d'apprendre à notre population féminine à faire l'autopalpation. Parce que cette autopalpation peut mettre en évidence un nodule, c'est-à-dire une boule d'environ 2 cm. Mais cette autopalpation doit être systématiquement accompagnée par un examen par le médecin généraliste, le gynécologue, le cancérologue ou une sage-femme chaque année. Donc un examen annuel est systématiquement demandé. Et pour les femmes au-delà de 40 ans, voire autour de 45 ans, une mammographie est demandée également. Et c'est ce trépied-là qui permet de faire un dépistage de qualité. Et des conseils bien suivis puisque des initiatives sont en cours pour sensibiliser les populations. C'est la mobilisation au niveau de la presse pour la 5e édition de sensibilisation des populations. L'ONG Ecomédia fait un plaidoyer. L'organisation plaide pour une prise en charge totale de la maladie. William Kakou, Salimatoudia. Octobre rose, cancer du sein, la lutte se poursuit du côté de l'ONG Ecomédia en action lors des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Les médias, acteurs majeurs dans la stratégie de communication pour une sensibilisation des populations au dépistage précoce, ont été instruits sur cette maladie, première cause de mortalité par cancer chez les femmes, selon l'OMS. Contribuant à la lutte, l'organisation fait un plaidoyer auprès des autorités. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup dans le domaine de la lutte contre le cancer. On a un plateau technique qui répond aux normes internationales. Tout ça fait partie des efforts que l'État de Côte d'Ivoire fait dans le domaine de la lutte contre le cancer du sein. Nous souhaitons que l'État de Côte d'Ivoire mette en place une prise en charge totale, psychologique, financière et tout, pour aider nos mamans qui sont dans les difficultés parce que vous savez, le protocole de soins des cancers du sein coûte assez cher. Le gouvernement n'est pas indifférent à cette maladie qui touche 70% des pays en développement. Le plaidoyer est donc entendu par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui appelle avant tout à un dépistage précoce afin de sauver des vies. Soyez assurés que votre combat est aussi le nôtre et que la sensibilisation à cette maladie est particulièrement au centre des priorités du gouvernement et particulièrement celle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un dispositif médical composé d'oncologues, de psychologues et de sages-femmes mis en place les 22 et 23 octobre à l'hôpital général de Koumassi, au centre de santé communautaire d'Anono Cocody et celui de Yopougon-Ouassakara. Et ce, afin de prendre en charge les examens des femmes pour une prévention contre la maladie. Et l'actualité de ces derniers jours, c'était aussi ces fortes pluies à Abidjan et malheureusement ces 2 pertes dans la commune de Yopougon. Des écoliers emportés par les eaux des ruissellements au quartier Kimi. Miss Belmondogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, apporte le soutien du gouvernement aux parents des victimes. Le reportage de Dangui Dangui. 24 heures après les pluies diluviennes qui ont emporté 2 enfants alors qu'ils étaient sur le chemin de l'école, Miss Belmondogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, est sur le lieu du drame, au quartier Kimi, dans la commune de Yopougon. L'émotion est omniprésente. Juste avant, la délégation ministérielle était au domicile des parents des victimes pour leur apporter le soutien du gouvernement. Occasion pour la famille des victimes de donner sa version des faits. Il est rentré dans le trou le plus grand, dit il veut le sauver forcément. L'eau les entraînait tous deux. En même temps, les 2 qui les suivaient ont rebouché le chemin. En courant, en pleurant, tout le quartier a su qu'il y a problème. Sincèrement, c'est la désolation totale, la tristesse. On ne sait pas comment faire. Nous disons merci à madame et sa délégation pour le soutien qu'ils nous apportent.
Le gouvernement est également touché par ce drame et reste aux côtés de la famille des 2 écoliers disparus, assure le porte-parole de la délégation du ministre. Madame la ministre, avec toute sa forte délégation, pour apporter donc son réconfort, le réconfort de la République, du chef de l'État, à la famille Kwasi. À la maison, ce tableau accroché au mur du balcon conserve encore les dernières lignes tracées à la craie de l'une des victimes, âgée de 7 ans, élève au CE1, qui n'aura hélas pas eu le temps de réaliser ses rêves. Et l'espoir s'est éteint, a fait savoir la ministre de la Solidarité sur sa page officielle, sa page Facebook. Les corps des 2 enfants ont été repêchés ce matin par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, Marvin Kwasi et Kylian Kwasi, âgés respectivement de 14 ans et 7 ans, retrouvés sans vie à Yopougon, Lokwa. Et toujours dans la commune de Yopougon, on change de sujet pour parler de cohésion sociale. Cette fois, le ministre Adama Diawara a rencontré les jeunes du quartier Sikoji. Tout en promettant de leur apporter son soutien, il exhorte à promouvoir le vivre ensemble. Didier Nguessan. Scène de liesse populaire au quartier Sikoji de Yopougon. Chef traditionnel, association de femmes et plateforme de jeunes venus des différents secteurs de la commune ont pris rendez-vous avec le ministre Adama Diawara. Cette mobilisation, le symbole de l'adhésion des populations, a accompagné le ministre sur les chantiers de la cohésion sociale et du vivre ensemble. S'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de développement. Dans la Sikoji, on veut avancer. Si on ne vit pas ensemble, alors c'est que nous sommes perdus, alors qu'on ne veut pas être perdus. Déplacer un homme d'État, venir pleurer avec nous, venir danser avec nous, vraiment, on retient rien que le positif. Le ministre communique avec les populations. Après avoir fait le bilan des réalisations du président de la République, Adama Diawara invite les populations à œuvrer pour la cohésion sociale et la paix. Il s'est engagé à mettre en place un instrument de développement en faveur des jeunes. Pour que la Côte d'Ivoire demeure sur cette trajectoire de paix et de développement socio-économique, il faut que nous fassions preuve de solidarité, d'union, de fraternité, de cohésion sociale, de vivre ensemble. Mes frères et sœurs de Yopougon, notamment de la Sikoji, ont bien compris le message et je suis persuadé que chacun d'eux fera sien tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prôné comme valeur. Plusieurs prestations d'artistes ont meublé cette rencontre. La cohésion sociale et le développement local dans l'est du pays. Le ministre-gouverneur du district de la Comoé était en tournée dans la région du Moronou pendant 2 jours. Pascal Abilan-Kwakou a sillonné les villes d'Ara, Mbato et Bongouanou. Dans les 3 localités visitées, les populations lui ont réservé un accueil chaleureux. Elles se sont engagées à le soutenir dans cette mission de développement. Et les populations du département de Fresco reconnaissant au chef de l'État une journée d'hommage hier samedi sur l'esplanade de la préfecture. Plusieurs actions de développement ont été menées par le président de la République en faveur des populations du département et de tout le Boclé. Surtout le démarrage des travaux de la route de la Côtière qui va désenclaver Fresco et la nomination de Philippe Legré au poste de ministre-gouverneur. Le reportage de Sam Konan. Grande mobilisation des populations de Fresco pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara et lui témoigner leur reconnaissance pour toutes les actions de développement en faveur du département et la nomination de Philippe Legré comme ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra. Un seul mot revenait sur toutes les lèvres. Merci, traduit ici par le maire Begrofo Filbert. Je vous demande la famille très très fort pour lui dire merci. Acclamons-le pour lui dire merci. Merci au président de la République qui fait beaucoup pour notre département. Après avoir remercié à son tour le chef de l'État et le Premier ministre pour sa nomination, le ministre-gouverneur Philippe Legré a rappelé quelques actions menées par le président Alassane Ouattara en faveur des populations dans la région du Boclé. 10% de couverture, on est passé à près de 90%. Tous les villages et tous les campements sont électrifiés ou en voie d'électrification. Les voiries des chefs-lieux de département et de région sont totalement bitumées ou en voie de l'être. Les travaux de la côtière lancés officiellement il y a de cela 1 mois ont effectivement démarré. Et tout ceci pour dire que le pays avance. La région avance
et le district avance. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à toutes les populations de notre district, singulièrement à celle du Bocré, à continuer de faire confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, homme de paix. Le ministre-gouverneur Philippe Légré a profité de l'occasion pour présenter l'outil de développement, le district autonome du Bassa-Sandra. Pour la réussite de sa mission, Philippe Légré lance un appel à l'Union. En culture, allons au Burkina Faso. Le FESPACO, le Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, a refermé ses portes hier samedi. Le Grand Prix et Talon d'or du Yélanga revient à un réalisateur somalien. Khadar Ahmed a convaincu le jury par la qualité de son long métrage. La femme du fossoyeur, beaucoup d'autres prix ont été décernés. La Côte d'Ivoire revient avec 2 distinctions. Serge Koléa et Ambroise Assévan, nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Les Talons d'or va... La femme du fossoyeur. La Somalie sur le toit du cinéma africain. Rader Ahmed enlève le prestigieux Grand Prix et Talon d'or de Yenega, doté de 20 millions de francs CFA. Le réalisateur absent, son prix a été réceptionné par une membre de l'équipe de production. Le jury, présidé par Abderrahmane Sissako, a été séduit par sa fiction intitulée La femme du fossoyeur. Ce film est beau comme d'autres films que nous avons vus parce que l'Afrique aujourd'hui est racontée comme jamais dans sa souffrance mais dans sa beauté. Étalon d'argent de Yenega, Freda Jessica, réalisateur haïtien. Il enlève la somme de 10 millions de francs CFA. Une histoire d'amour et de désir de Leïla Bazid de la Tunisie gagne l'étalon de bronze et 5 millions de francs CFA. Dans la catégorie documentaire long métrage, Garderie nocturne du Burkinabé Moumouni Sanou décroche les talons d'or de Yenega et 10 millions de francs CFA. 24 prix décernés au cours de cette soirée. La Côte d'Ivoire se distingue avec 2 prix. Le prix doté de 2 millions de francs CFA pour le jeune réalisateur Joël Akafou et son documentaire Traversée. C'est un honneur pour moi que mon style, ma manière de faire des films soit appréciée et soit aujourd'hui distinguée au travers de ce trophée, ce grand prix de la section perspective des films documentaires. Philippe Lacotte, avec son film La Nuit des Rois, reçoit le prix du meilleur décor. C'est une compétition, le jury est souverain. C'est vrai qu'il faut dire la vérité, on s'attendait à plus, mais pas trop déçu parce qu'effectivement, ils ont récompensé peut-être ce qu'il y a de plus fort dans le film, qui est le décor. Le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle entend poursuivre ses efforts. La moisson est maigre, mais nous avons bon espoir. Le fait d'être sélectionné est déjà une très bonne chose. Vu l'envergure du FESPACO, merci au peuple burkinabé pour l'accueil chaleureux et vive l'Afrique, vive le cinéma. Pays invité d'honneur, le Sénégal était représenté au plus haut niveau par le président de la République, Macky Sall. Il était aux côtés du président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore. La 27e édition du FESPACO s'est tenue du 16 au 23 octobre 2021. Et disons donc vive la 28e édition, la 28e biennale du FESPACO qui démarre en février 2023. Voici pour terminer le tour de l'actualité de la semaine, une revue de ce qui a marqué toute cette semaine d'informations dans le monde, le 7 sur 7 qu'on voit avec Sidonie Davila. Au cœur d'une bataille judiciaire féroce, le gouvernement de Joe Biden a formellement demandé lundi à la Cour suprême des États-Unis de bloquer une loi extrêmement restrictive sur l'avortement au Texas. Elle interdit aux femmes d'avorter dès que les battements de cœur du fœtus sont détectables, soit environ 6 semaines de grossesse. Les autorités turques ont convoqué les ambassadeurs de 10 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et la France, à la suite d'un communiqué demandant la libération du philanthrope Osman Kavala, a rapporté mardi l'agence de presse officielle. Des manifestations non autorisées ont lieu mercredi dans plusieurs villes du Nigeria pour commémorer la tuerie du péage de Lekki. Selon Amnesty International, ce sont au moins 56 personnes qui ont perdu la vie dans la répression brutale de ce mouvement de protestation inédit au Nigeria.
La conférence internationale pour la stabilité de la Libye s'est tenue à l'initiative du gouvernement intérimaire à Tripoli jeudi. Une trentaine de délégations ministérielles ainsi que l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine étaient présentes pour soutenir le processus de transition en Libye. Durant cette conférence, la priorité a été réitérée, tenir les élections du 24 décembre prochain. Le président congolais a annoncé le 22 octobre avoir décidé de confirmer le choix controversé de Denis Kadima au poste de président de la stratégique commission électorale. Et ce, malgré l'opposition de 2 des 8 confessions religieuses, catholiques et protestantes, ainsi que des partis d'opposition et même de certains membres de la Sainte Union, comme Moïse Katumbi et Vital Kamerhe. Une délégation du Conseil de sécurité est arrivée ce samedi à Bamako. Cette délégation encourage le Mali à revenir à un pouvoir civil après 2 putschs en 9 mois dans une région en proie aux violences djihadistes et intercommunautaires. En Haïti, l'insécurité causée par les gangs plonge chaque jour davantage dans le chaos. La recrudescence exponentielle des rapes crapuleux perdus et dans un court film, le chef du gang qui a enlevé les 17 citoyens nord-américains, samedi menace aujourd'hui de les exécuter. La vidéo a été diffusée jeudi 21 octobre sur les réseaux sociaux. Devant les cercueils où sont placés les cadavres de 5 de ces hommes tués par la police et selon lui, Wilson Joseph, chef du gang appelé 400 Mawozo, est bref, mais ses propos sont sans ambiguïté. Il dit que s'il n'obtient pas ce dont il a besoin, il tuera les Américains. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Abdoulaye Koné. Demain, 20h, retrouvez Fatou Fofana. Je vous souhaite une fructueuse semaine et on se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Sans se donner la peine de s'aimer, planter, arroser, il ne faut pas s'impatienter de récolter les meilleurs fruits.